pense que cette façon de travailler au travers de la liaison entre nous est une manière tout à fait performante pour avancer avec ces problématiques complexes. Et je trouve personnellement qu'il y en a beaucoup en pédiatrie. Je trouve qu'il y a une prévalence en pédiatrie qui est supérieure à la moyenne. Mais je pense qu'il y a un biais de sélection. Je pense que, dans le bon sens, dans le sens que la façon de travailler ensemble fait que, voilà, on passe plus facilement par le biais d'hospitalisation, pas nécessairement pour y rester bien longtemps. Et ensuite, on peut arriver sur le travail de CRT et retour. C'est une approche qui est beaucoup plus physiologique, une approche qui est beaucoup plus développementale. C'est une approche véritablement des liens, et on a besoin dans ces situations des liens. Et la souffrance de ces jeunes-là, la caractéristique commune, c'est toujours la mise en question des liens d'une manière ou d'une autre. Et des liens avec ses proches, des liens avec ses pairs, ou bien les liens à l'intérieur de son propre développement. Je veux dire, toute cette maturation est profondément physiologique, et il existe une circularité permanente entre ces aspects plus cognitifs dont parlait par exemple Madame Rescu, les émotions. Ça veut dire, c'est non seulement les liens avec les autres, ça commence déjà par les liens avec soi-même, il faut faire les deux en même temps. Donc cette approche développementale, elle est hyper précieuse. Et très franchement, dans notre expérience, très souvent, même dans les situations où les familles ne sont pas tellement partantes d'emblée, assez rapidement, moyennant cette approche, on peut avancer. Après, il existe toujours des situations qui sont particulièrement difficiles et pour lesquelles on n'y arrive pas. On ne va pas dire le contraire. Je pense qu'il y a encore trop de situations de souffrance, notamment phobie scolaire, qui ne sont pas repérées par les uns les autres. Nous, les premiers compris, ça nous arrivait avant de passer, il y a quelques années, en pédiatrie à côté, quand on les voyait réhospitalisés. Finalement, maintenant, on les repère mieux. Et je pense que ce meilleur repérage est lié à cette façon de travailler, à tout ce qu'on a mis en place petit à petit. Voilà, je crois qu'on a développé l'outil et il faut continuer à développer. Je pense que trop de situations passent en Moi, j'avais trouvé intéressant le travail qui a été fait dans le collège, et on pourrait peut-être, avant l'hospitalisation, se poser la question du travail en amont. Alors, quand j'étais très jeune pédopsychiatre, je supervisais un groupe de bénévoles qui faisaient de l'écoute dans une cour de récréation. Et c'est vrai que j'avais trouvé ce travail aussi très intéressant. Et peut-être qu'il pourrait aussi répondre à l'écoute d'une souffrance des enfants à l'école, des choses comme ça. Bon, l'idée de l'intervention au collège aussi, je pense que c'est un moyen de travailler avant, de travailler avant que les enfants arrivent à l'hôpital. Alors évidemment, on ne peut pas développer ça sur tous les collèges, mais peut-être avec les... ça me paraît trop compliqué d'intervenir directement auprès des élèves, mais peut-être d'intervenir auprès de tous les professionnels qui sont en contact des élèves. Ça peut être une solution, les assistantes sociales, les infirmiers, enfin, je ne sais pas s'il y a déjà des choses qui sont faites avec le CLP. Oui, mais complètement par rapport à ce que Mme Virno dit à juste titre. À l'époque, nous avions fait une réunion, une conférence également sur ce sujet, sur la phobie, avec les enseignants de plusieurs. Absolument, je suis absolument d'accord là-dessus. Je pense que c'est à privilégier. C'est toujours le même problème, les moyens. Mais je pense qu'avec de petits moyens, mis en lien intelligemment, on peut faire du très bon boulot. Bien sûr que notre souhait, c'est de plus en plus en amont. Mais en même temps, s'ils arrivent en pédiatrie pour autant, dans la manière dont ça se passe, je veux dire, ils ne sont pas inutilement, si vous voulez, stigmatisés, abandonnés, mal compris. Assez, avec notamment la présence tous les jours en pédiatrie de Mme Coureur, qui est notre je pense qu'on améliore la qualité d'écoute des uns et des autres, des jeunes, des familles. Et je pense très franchement, le vécu que j'ai en pédiatrie, c'est que l'accueil est très bon et que assez rapidement, on arrive à avancer sur ces situations. Mais bien sûr que je préférerais aussi qu'il ne soit pas nécessaire de passer par l'hospitalisation.
Je ne stigmatise pas l'hospitalisation. Je pense que l'hospitalisation est aussi un lieu de soins. Je préférerais aussi qu'en amont, on puisse travailler. Mais j'ai constaté qu'au niveau d'un accès direct au CNP, sauf si on fait ce genre de travail que nous avons déployé à l'époque et qui fait que maintenant, du collège en question, nous avons des bonnes indications quand on nous envoie. Et d'ailleurs au niveau du collège, CPE, infirmière scolaire, médecin scolaire, assistante sociale, arrive très vite à un consensus d'analyse avec la famille sur l'intérêt de consulter en CNP. Et les indications de CNP sont les bonnes. Je veux dire, les enfants et les adolescents nous arrivent, très franchement, ont leur place en CNP. Avant de faire ce type d'approche, on avait régulièrement une inflation de demandes qui n'était absolument pas travaillée et pour lesquelles on était très rapidement en difficulté. Donc tout ce travail en amont, il est extrêmement précieux. Et d'un dernier mot, le centre de l'intervention de Mme Tapo et Mme Pukowski, c'était aussi dans le sens éducation à la santé, prévention. Je rejoins 100% Hélène sur cette question de la prévention. Ce projet s'inscrivait dans le cadre de du CESC. Voilà, du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Oui, bon, excusez-moi, je voulais intervenir. Moi, je représente les CPE, justement du Douaisis. Et c'est vrai que je veux rappeler aussi que au niveau, pour la collègue enseignante, avant tout, il y a une équipe qui travaille au sein de l'établissement, c'est-à-dire, vous en avez parlé, infirmier, assistante sociale, le chef d'établissement. On est tous là, ensemble, pour travailler et pour justement repérer. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin, nos collègues enseignants, de, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois, repérer quelque chose qui ne va pas, repérer un petit problème, faire remonter l'information. Et c'est vrai que nous, on reçoit souvent les parents, on en parle souvent, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à sonner la cloche d'alarme quelquefois tôt, mais les parents ne sont pas prêts à l'entendre. C'est-à-dire que quand on se rend compte de certaines choses, on leur conseille évidemment au départ de voir leur médecin de famille, c'est toujours notre demande. Et c'est vrai que si on a le malheur de prononcer le mot CLP ou pédopsychiatre, automatiquement, c'est la catastrophe. Donc ça, on sait qu'on ne fonctionne plus comme ça. Et par contre, Dr Mailleux, j'ai souvent eu l'occasion de vous avoir au téléphone, c'est-à-dire qu'on a déjà pu dialoguer sur des cas d'élèves, et je crois que c'est très intéressant aussi. Et je peux certifier effectivement que vous êtes facile d'accès et que justement on peut en parler. Et quand on a des enfants qui sont dans vos services, on peut avoir un relais qui est très intéressant et nous au contraire on apprend aussi beaucoup par vous. Donc je rappelle que ce relais au sein de l'établissement existe, peut-être pas tous de la même façon, mais nous on essaye de faire justement au mieux pour que l'enfant soit bien et surtout la cohésion avec les parents et l'ensemble de l'équipe. Je pense que c'est réciproque. Je pense que c'est réciproque, mais je pense que c'est comme cela qu'il faut avancer. Je pense que c'est comme cela qu'il faut avancer et que pour les soignants, le lieu de l'école est également un lieu d'observation intéressant. Et d'avoir parfois certains éléments de l'école, ça nous aide dans notre travail de soignant. En plus, je pense que c'est très pertinent. Je pense que c'est vraiment très pertinent. Oui, je pense qu'il est nécessaire d'être en lien les uns avec les autres. Mais vraiment dans le respect. J'espère que ce soir, vous avez, au travers des présentations, vous avez senti que nous sommes en lien les uns avec les autres, mais dans des équipes qui ont des approches qui peuvent être très différenciées. Mais je pense que justement, ces approches très différenciées, la capacité du dialogue, le respect les uns des autres et la relation de confiance, c'est la clé. Oui, bonjour, je suis assistante sociale en scolaire, donc j'interviens auprès de jeunes en difficulté. Je voulais demander s'il y a une priorité à partir du moment où on appelle effectivement le CNP pour ces enfants qui ne viennent plus à l'école. On repère effectivement que ça pose problème. Est-ce qu'on peut nous dire, voilà, dans 3 semaines, on va faire une priorité sur cette élève? Parce qu'on sait effectivement que plus l'élève reste déscolarisé et plus c'est difficile effectivement de le scolariser. Est-ce que, sachant qu'on nous annonce souvent des délais assez importants, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel on peut compter? Je vais répondre à titre personnel. Parce que les approches sont différenciées et c'est totalement respectable. Vous avez compris ce soir, j'espère, que derrière ce terme phobie scolaire absentéisme
se cachent beaucoup de possibles diagnostics psychopathologiques. Donc pour moi, quand on me parle de phobie scolaire, d'absentéisme, c'est un ensemble de symptômes qui est fort. C'est quelque chose qui n'est pas banal, c'est quelque chose qui pour moi représente une forme de priorité. Maintenant, nous avons beaucoup d'autres priorités sur les CMP. Mais je dois dire que cette symptomatologie-là, cette présentation-là, gagnerait sans doute à être, y compris parmi nous, sans doute mieux abordée prioritairement. J'en suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut mettre dans notre hiérarchie de priorité en bonne place ce type de situation. Et on peut certainement faire beaucoup mieux. On peut certainement faire beaucoup mieux, d'autant plus que je pense que également cette capacité à se mettre en lien les uns avec les autres, chacune bien à sa place, permet de très bien avancer. Vous avez compris, c'est la clé très souvent. Il n'y a pas une position unique, c'est du sur-mesure, c'est de la mise en lien. C'est un travail sur les nuances de la mise en lien. Et je pense qu'entre guillemets, à peu de frais CMP, entre guillemets, il y a déjà moyen d'aller très loin. Parce qu'il y a une valeur ajoutée à travailler ensemble. Le fait de se parler, en termes de mise en lien est fondamental. C'est déjà fondamental. Donc oui, je dis que dans ces situations, il faut s'entraider, il faut les considérer comme prioritaires, et nous devons encore faire des efforts en termes de CMP. Et je pense qu'en termes de CMP, je ne parle pas de nos CMP en particulier, parce que j'ai l'impression que sur nos CMP, on s'en parle déjà depuis un certain temps, et puis avec toute notre histoire, finalement, on lui accorde une place importante, mais je suis persuadé que sur d'autres types de CMP, ça n'occupe pas la place prioritaire qui ça devrait. Or, vous voyez, on a vu défiler toute une nosographie pédopsychiatrique, on a vu des troubles anxieux sévères, on a vu des troubles du comportement sévères, y compris, je ne l'ai pas dit volontairement pour laisser Mme Boissieu en parler, parce qu'elle travaille à l'hôpital de jour pour les enfants, les adolescents, les enfants autistes, mais y compris les troubles autistiques, bien sûr, bien sûr. Nous avons des efforts à faire, certainement. Et je relayerai votre réflexion auprès de nos collègues. Moi, je voulais aussi demander, lorsqu'un jeune, justement, bénéficie de soins, on a diagnostiqué effectivement un refus scolaire anxieux, comment, effectivement, on peut travailler ensemble pour que le thérapeute puisse nous dire en tant qu'équipe éducative, parce qu'effectivement on est toute une équipe, ce qui doit être mis en place pour faciliter au mieux effectivement ce retour, quels conseils on peut nous donner à nos équipes pour qu'on puisse, je vous dis, appliquer effectivement un protocole, on va dire, pour pouvoir aider au mieux ce jeune. Ma pratique est également de beaucoup travailler, non seulement avec les enfants et les adolescents en direct, c'est au cœur de ma pratique, le travail en direct, mais aussi beaucoup avec les familles. Et ce travail déjà de proximité au niveau thérapeutique avec les familles, d'engager les familles et effectivement relayer. Parce que moi, ça me tient très à cœur de dire qu'il faut respecter la différenciation. Chacun à sa place. Dans plusieurs de ces troubles en question, et de toute façon toujours, il y a la question de l'intimité, il y a la construction d'une personne, il y a la construction d'une personnalité. Il y a des choses qui n'est absolument pas utile d'aller raconter à l'extérieur, ça ne va absolument pas faire avancer. Donc dans mon expérience, dans des situations difficiles de retour à l'école, ce que j'ai constaté, c'est une implication importante des uns et des autres, chacun à notre place, et le rôle central des familles. Le rôle central des familles pour relayer au niveau de l'école ce qui doit l'être. Parce que ça passe aussi, beaucoup vous l'avez compris, par une participation active. L'école a un rôle actif, évidemment, un rôle actif à mener. Mais